Bonjour à tous et bienvenue sur cette conférence qui est liée au cycle de conférences universitaires de l'écologie en partenariat avec l'Angers Geekfest, l'Université d'Angers et l'Université catholique de l'Ouest. Et cette année, nous avons choisi une thématique qui lie à la fois l'écologie et la littérature populaire de divertissement, qui est aussi l'objectif premier de ce salon imaginaire où vous vous trouvez actuellement. Nous allons donc nous interroger sur l'aspect spéculatif de l'écologie. L'écologie est-elle spéculative? Peut-on spéculer sur l'écologie? Avant de définir ce terme, je suis accompagné de trois personnes éminence absolue sur la thématique, qu'ils ont découvert au moment où je leur ai envoyé le mail, qu'on soit bien d'accord. Mais pour répondre à cette question qui est extrêmement large, je suis accompagné d'Audrey Pléné, autrice de science-fiction sociologique, anticipation sociologique, globalement. Ça vaut le coup d'aller voir sur sa table et qu'elle vous en parle un petit peu de son Une heure lumière qui est la meilleure collection de novellas de France. Le seul problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'autrices, mais ça c'est une autre question. Sandrine Scardigli qui est à la fois autrice mais aussi éditrice en Bretagne, meilleure région pour la littérature de l'imaginaire, merci Brocéliande. Et puis Alan, il nous fallait quelqu'un pour remplir le panel. Et Alan a la qualité d'être blogueur. Bon, il a aussi d'autres qualités professionnelles, mais c'est absolument pas la question. Et donc, il vient à la fois pour son côté lecteur assidu, puisqu'il est à un livre tous les 2-3 jours quasiment. Et puis, ça fait 20 ans que Fantastinet existe et qu'il fait des chroniques sur les littératures de l'imaginaire. Donc, on est ici auprès de l'encyclopédie des littératures de l'imaginaire. Oui, je viens de lui donner ce titre. Et je garde la parole pour éviter que ça soit lui qui parle, parce qu'une fois qu'il commence, il ne s'arrête pas. La première question que j'ai avec vous, c'est donc je vais vous laisser donner aussi des éléments pour vous présenter un peu plus précisément que ce que je viens de faire sous le ton de l'humour. Mais la première question, c'est est-ce que vous êtes assidu, est-ce que vous aimez les littératures d'anticipation écologique? C'est la première vraie question qu'il faut se poser avant de commencer la table ronde. Sandrine, qu'en penses-tu? Oui. Est-ce que les rossignols aiment l'écologie? Oui. Non, moi j'adore ces littératures-là, mais je ne savais pas qu'on les appelait climato-fiction, d'ailleurs dans les sous-genres de littérature SF. Et j'avais beaucoup aimé notamment Une histoire des abeilles de Maya Lund, publiée chez je sais pas qui. Mu Édition. Voilà, qui était sur les questions d'effondrement de colonies des abeilles. Et voilà, ça m'avait beaucoup touché. C'était un de mes premiers livres de climato-fiction, je pense, sur ça. Et voilà, je vais pas spécialement à chaque fois chercher le genre, mais j'aime bien en général ces lectures-là. Et moi, j'ai écrit plusieurs nouvelles, parce que je suis novelliste également, donc j'ai écrit beaucoup de nouvelles d'anticipation. Et il y en a quelques-unes qui abordent cette question, parce que dès qu'on parle de futur, on est obligé de parler également de la nature. Donc soit en faisant le thème central, dans ma nouvelle Encore 5 ans, c'est d'ailleurs un thème central, ou alors dans tous les cas, quand on écrit dans le futur, que ce soit à 30 ans, à 50 ans ou à 100 ans, on peut pas ne pas décrire ce qui se passe, enfin c'est mon opinion, décrire ce qui se passe au niveau de l'état de la planète et du climat. Encore 5 ans, c'est une nouvelle qui était parue chez le Bifrost. Alors c'est une nouvelle Encore 5 ans qui est parue dans le Bélial, dans le Bifrost, donc le magazine Bifrost, publié par les éditions du Bélial. C'est le numéro 107, si vous voulez, avec une magnifique illustration de Nicolas Fructus. Et qui a été primée, 2 fois. Elle a eu le prix Rosny Aîné 2023 et le prix des lecteurs Bifrost 2022. Donc, voilà. Après un tel palmarès, je suis un peu impressionnée. Moi, mon rapport à la climato-fiction est ancien. Je suis tombée dedans sans trop faire exprès. Ma première nouvelle, je devais avoir 13 ans, imaginez une planète Terre qui essaie de se débarrasser des humains à travers des catastrophes climatiques et tout ça. Voilà. Parce que j'ai grandi dans une région qui est soumise à nombre d'incendies, qui a connu des tremblements de terre. Et petite, je pense que ça a un peu façonné mon imaginaire aussi. Et on était en 1980 et des cacahuètes. Donc on était bien longtemps avant... la mode actuelle de l'écologie, je ne savais pas que ça s'appelait ni climato-fiction ni écologie, ce que j'écrivais.
Alors déjà, je vois que Laetitia t'a mis beaucoup la pression pour que tu te souviennes un peu. Voilà, je vois les signes, etc. Sur tout ce qui est littérature autour du climat, moi je suis très intéressé par les deux dimensions que ça porte et qui rentrent dans la thématique d'aujourd'hui, qui est de savoir d'un côté, si on laisse continuer ce qu'on est en train de faire, comment on va vivre demain, comment on va réagir par rapport à ces éléments-là. Et le deuxième, qui est un peu le pendant, c'est comment on évite de faire ça. Donc en fait, ces littératures sur les deux éléments, alors pareil, climato-fiction, voilà, je pense qu'on va pouvoir retrouver des trucs aussi, des sous-cases, sous-cases, mais vraiment ce côté prospectif qui va nous permettre soit de comprendre qu'on fait les cons, soit d'essayer d'apporter des solutions. Alors, comme vous l'avez dit tous les trois, tout ce qui est l'anticipation climatique dans la littérature de l'imaginaire, c'est un genre de littérature qui est assez ancien. Jean-Marc Ligny, que vous pouvez trouver sur la librairie là-haut, écrit de cette littérature-là depuis les années 2000 consciemment, et c'est de la collapsologie, c'est-à-dire de la littérature de l'effondrement. Et puis il écrit de l'anticipation climatique depuis les années 80-90 globalement. Donc c'est assez ancien, la prise de conscience de la science-fiction sur l'anticipation climatique, c'est ça. Et en 2007, il a sorti un livre qui s'appelait AquaTM, qui était globalement sur la privatisation des nappes phréatiques de tout un pays, et donc la question de l'accessibilité à l'eau potable pour un pays. Et ce qu'il avait imaginé qui devait se passer dans les années 2050-2060, dans les grandes lignes, c'est effectivement passé dans les années 2015. Et il s'est dit, mais moi, en fait, la réalité, elle a 40 ans d'avance par rapport à la fiction. Et ce qui fait que là, dans les années 2020, il a dit, je ne peux plus écrire d'anticipation écologique parce que je ne suis incapable d'imaginer suffisamment loin des choses qui vont se passer l'année prochaine. Donc maintenant, il n'y a plus de question d'anticipation écologique. Et c'est là où on arrive sur la thématique, puisque tout ce qui est spéculatif, la spéculation, c'est imaginer, réfléchir à. Or, avec toutes les actions climatiques qu'il y a actuellement, la question c'est, est-ce que, on peut encore arriver à imaginer le futur ? 2, est-ce qu'on a encore envie d'imaginer le futur ? Ou alors pour des lecteurs, est-ce qu'on a encore envie de lire l'imagination du futur ? Et 3, pour des éditeurs, est-ce que moralement, consciemment, on peut encore faire de l'argent, un système consumérisme en participant à l'anticipation écologique ? Donc effectivement, c'est un champ de compétences qui est extrêmement large et sur laquelle il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Par contre, tout le monde peut apporter un petit peu son point de vue et c'est l'objet de cette table ronde. Audrey ? Non, je disais juste, il faut répondre aux 3 questions, s'il vous plaît. Oui, non. Oui, quelle était la première ? Je sais pas. Alors, ma première question, c'est actuellement, est-ce que, au vu de l'évolution, et puis vous participez tous les 3 à beaucoup de salons littéraires de l'imaginaire, est-ce que l'anticipation écologique, c'est encore un genre littéraire qui marche finalement ? L'éditrice, ouais. Alors c'est plutôt mon expérience en librairie qui va m'aider là, davantage qu'en salon. Parce que tu es libraire ? Je travaille aussi en librairie. C'est bon, vas-y, continue. Et donc en librairie, ce qui se vend pas mal dans la librairie où je suis, ce sont les essais liés à tout ce qui est écologie au sens de observation de notre lieu de vie, notre petite planète, et également des anticipations écologistes se vendent aussi pas mal dans un besoin de mettre en fiction toutes ces données qu'on peut avoir dans les essais. La fiction va aider à faire chair, peut-être, à travers des personnages, à travers des situations quotidiennes. Et ça va aider à prendre peut-être conscience et à imaginer des modèles. Dans les anticipations écologiques qu'on aime beaucoup, qu'on pousse, il y a Utopia de Camille Le Boulanger, où il a imaginé un modèle de société dont le maître mot est ne pas avoir d'impact sur le reste du vivant. Et en imaginant des tas de modèles de société qui vont répondre à ce besoin-là. Donc en ça, la fiction me paraît encore nécessaire. Elle aide et à la prise de recul et à la projection, à la mise en place d'idées plutôt théoriques, mais dans notre quotidien. Moi, juste pour compléter sur les tendances, moi, je trouve ce qui est intéressant dans la climato-fiction, ou peu importe comment on décide d'appeler le genre, c'est que c'est quand même le reflet de ce qui inquiète la société actuellement. Et tu vois, dans tout ce qui était les post-apos, qui étaient plutôt dans les années 50-60, des post-apos autour de la bombe atomique, vraiment qu'on ait une apocalypse nucléaire, c'était quand même ça qui marchait mieux. Enfin, on va dire, on écrivait sur ça. Tout ce qui était dictature, tout ce qui était totalitarisme, etc., guerre froide et autres.
Oui, ça revient. Voilà, c'est ça. Mais c'était la suite de mon propos. Après, on s'est dit, bah non, finalement, fin de la guerre froide, effondrement du bloc soviétique, chute du mur, etc. On est arrivé sur plutôt un effondrement, enfin une apocalypse qui viendrait par un effondrement climatique, soudain, avec beaucoup de films un peu à sensation ou lent. Si vous voyez la route de Cormac McCarthy, c'est un effondrement lent. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais ça se passe très très lentement. Le livre que je citais, Une histoire des abeilles, c'est un effondrement lent, puisque les abeilles disparaissant, il y a plus elles ne peuvent plus polliniser les différentes espèces. Donc en fait, l'humanité meurt de faim, et on a des hordes d'humains dont le taf, c'est d'aller avec un pinceau mettre du pollen sur les arbres fruitiers pour essayer d'encore faire de la nourriture. Donc c'est un effondrement lent. Et c'est vrai qu'il y a la question de est-ce qu'aujourd'hui on retourne pas parfois un peu à toute cette littérature apocalypse, un peu sur de la bombe, on retourne un peu sur de la bombe nucléaire. On a eu les virus aussi. Alors, il y a eu le Covid qui nous a peut-être un peu marqué aussi, mais il y a eu un peu ces effondrements, enfin ces questions, ce type d'effondrement là. Donc en fait, quelque part, je trouve une opinion, enfin un angle sur cette question, c'est qu'en fait c'est le reflet de nos inquiétudes. Et tu vois, il y a eu beaucoup réchauffement climatique. Après, il y a des livres qui sont plutôt sur la disparition de l'eau. Donc il y a ce genre de choses qui, je trouve, c'est vraiment le reflet des discussions du moment. Alors, pour te rejoindre, je pense à deux œuvres qui sont parues récemment. Étienne Kunge avec Symphonie atomique, juste chez le Critique. bouquin chez Critique. Soyez éco-responsable, suicidez-vous. C'est un peu le leitmotiv du bouquin, ça vous plante un peu le décor. L'écologie, enfin on est un peu dans ton mode post-apo déjà, où en fait effectivement on n'a pas eu la bombe nucléaire. L'écologie c'est un peu la merde, et on voit un peu comment les sociétés occidentales et orientales se reconstruisent par rapport à ces éléments-là. Et le deuxième, puisqu'on l'a eu il y a quelques semaines, ce qui est Hélioposos, sur lequel aussi on a un effondrement climatique en France, et sur lequel il nous propose de redécouvrir après cet effondrement un certain nombre de sociétés anarchistes sous différents modèles. La seule différence que je vois avec la bombe atomique, avec le post-apo de la bombe atomique, c'est que c'était une frayeur sur laquelle on était à peu près sûr que ça arriverait à se contrôler. Sur le domaine de l'effondrement écologique, je pense qu'on est à peu près sûr qu'on ne l'évitera pas. Je ne veux pas vous déprimer en disant ça, mais bon, on n'est pas super bien parti. Et pourtant, Sandrine, tu citais Utopia de Camille Le Boulanger, chez les éditions Argile, encore une des Bretons, et avec Hélioposos dans l'écoféminisme, dans la collection Utopia d'ailleurs, chez La Volte. Ce sont deux romans qui proposent un post-apocalypse écologique qui a un côté assez amélioratif, puisque on revient vers le meilleur après l'effondrement. Mais c'est un genre qui est encore, extrêmement minoritaire, est-ce qu'il intéresse vraiment ? Juste pour Hélioposos, c'est quand même le bordel, parce que non mais en fait la société se réaméliore derrière en termes social, mais d'un point de vue écologique, il y a encore des pics de température très importants, etc. Et il y a différents types de chaleur, et c'est très véhiculé au niveau. Justement, je pense que le message qu'il voulait faire passer, c'est que ça allait prendre énormément de temps, une fois qu'on aurait commencé à reconstruire la société de façon un peu plus équitable, de réussir à rétablir la situation dans laquelle on a mis la planète. Et si tu veux, tu as aussi les flibustiers de la mer chimique de Marguerite Imbert, où on est sur une société dans le futur où il y a eu cet effondrement climatique, les mers sont polluées, c'est l'horreur, il y a même un délitement des nations, etc. Mais ça reste un récit assez fun en fait, parce que c'est horrible de se dire, mais les personnages à ce moment-là, ils n'ont pas vécu notre époque à nous, et nous on n'a pas vécu l'époque d'avant où tout allait bien et où la nature allait bien, et voilà. Donc en fait il y a un côté de c'est la situation actuelle, et ils vivent leurs intrigues, leur vie dans cette situation-là. Et voilà, ils sont pas non plus totalement déprimés de on a perdu la nature dans le passé, parce qu'ils l'ont pas vécu. Donc ils font avec une réalité. Et c'est vrai pour nous aujourd'hui. Il y a des espèces aujourd'hui qui ont disparu. Il y a des terres qui sont plus habitables. Mais bon, ça nous attriste un peu, mais on n'a pas connu cette époque. Donc chaque matin, vous versez pas une larme sur le dodo, par exemple, qui a disparu de l'île Maurice. Peut-être, Alan, peut-être, mais tu es très sensible. Et je pense que c'est pour ça. Donc il y a ça aussi dans les récits de SF que je trouve assez intéressant. En fonction de où on les met, on peut en faire des récits très très nostalgiques, ou alors non, les placer et dire
les sociétés plus tard, elles vivront dans cette situation. Point. Il y a aussi une manière un peu plus globale d'envisager toutes ces fictions. Là, on se place toujours en tant qu'humain en dehors ou à côté de la nature. Mais on en fait partie. Enfin, on a un drôle de mode de vie par rapport à ce qu'est notre espèce et à ce qu'elle a été pendant 1,5 million d'années, soit. Mais il est intéressant de se rappeler qu'on est un élément d'un tout. On est une espèce parmi des millions d'autres. Et dans les récits, un peu comme tu dis, Marie-Catherine Daniel a écrit dans Carpol, elle imagine une société, des humains qui vivent dans ce qui a été une cité HLM, on ne sait pas trop, après une pollution chimique, nucléaire, ça n'est pas très clair, mais il y a des tas de zones interdites. Mais les humains qui sont là vont apprendre à vivre, à coopérer avec les rats et les mouettes qui, eux aussi, ont mis en place des stratégies d'adaptation. Parce que c'est bien l'adaptation que tu mets en avant dans les récits que tu as présentés. Donc, ce qui est important, c'est de mettre en valeur cette capacité d'adaptation. Ça ne veut pas dire nier notre responsabilité et arrêter de faire des efforts pour empêcher les catastrophes quand on peut. Ça veut dire aussi être conscient de ces capacités-là qu'on a, mais pas juste en tant qu'espèce isolée du reste, en tant qu'espèce avec tout le reste. Et ça donne, d'un point de vue éditorial, des perspectives fabuleuses. L'idée n'est pas de faire des milliards d'euros en vendant des livres qui parlent d'écologie, parce que le livre en lui-même est un objet qui pompe sur les ressources. L'écrit en tant que art en tant que support est un support qui demande d'avoir des ressources, de vivre en sédentarité, parce qu'on ne peut pas être une société nomade avec des millions de bibliothèques comme on a. Donc si on remonte un peu dans l'histoire de l'humanité, il faut être sédentaire pour avoir l'écrit sur des supports fixes comme le livre. Et le livre en tant que tel, quand on regarde son histoire, ça nous a obligés à exploiter les animaux, puisque les parchemins, c'était des peaux d'animaux. Enfin, si on remonte vraiment loin, on exploite tout le reste du vivant pour faire des livres qui, maintenant, parlent de comment on devrait protéger le vivant. On est en plein paradoxe. Et en même temps, j'aime tellement les livres, je serais tellement triste que ça n'existe pas. C'est à la fois un des points qui fait partie du problème et en même temps, peut-être, un support pérenne pour imaginer tous les moyens d'amélioration, d'adaptation pour la suite. Et toi, Alan, dans tous les livres que tu as lus, parce que tu lis énormément de choses scientifiques, tu as parlé de Lio Pozzo, tu as parlé de Étienne Quinge, mais il y a aussi Jean Krug, dont on pourrait parler, qui est un glaciologue aussi chez Critique. Il y a Kim Stanley Robinson avec son ministère du Futur. Est-ce que tu as vu une évolution de la façon d'écrire l'anticipation écologique? Moi, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'on est passé d'une littérature de comment survivre après, à plutôt comment mettre en place des systèmes contre. Je reviens sur Kim Stanley Robinson qui imagine un ministère européen qui va se charger de comment faire pour gérer ça. Jean-Marc Ligny dans Exode avait imaginé 6 personnalités dans 6 pays européens différents sur la manière dont ils vivaient le changement climatique, puisque on n'est pas égalitaire par ça. La France, la Bretagne n'a rien à voir avec le changement climatique que va suivre l'Espagne ou le Portugal ou l'Angleterre. Donc, est-ce que tu trouves que toi, il y a une évolution de la manière dont on envisage l'anticipation écologique? Alors déjà, c'est dommage, tu as cité Kim Stanley Robinson, parce que jusqu'à présent, on est très développement durable. On avait cité que des auteurs locaux français, mais bon, pas grave, un petit dérapage. Je ne sais pas si la façon d'aborder a évolué ou si nous, on lit différemment. C'est toujours difficile de savoir si on choisit ses livres différemment ou autre. Et le livre de Kim Stanley Robinson est un peu particulier parce qu'il est en même temps sur des couches scientifiques et sur des couches essais. Ce n'est pas un pur roman de science-fiction. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que là où on prenait plutôt l'écologie avant comme un point de départ d'un effondrement, là on cherche plutôt à savoir comment on va rattraper le coup après et comment on peut réparer les conneries qu'on a faites. Et aussi je trouve qu'on aborde de plus en plus le sujet climatique comme une conséquence du capitalisme notamment, et aussi d'imaginer les sociétés de demain avec une équité plus juste au niveau social et pas uniquement écologique. Donc j'ai l'impression que le domaine, la science-fiction écologique est de plus en plus global du développement durable et avec les 3 pendants, parce que Étienne Kuhn, son propos dans Symphonie atomique, c'est pas tant l'effondrement économique que le poids qu'ont pris les GAFA sur le monde et sur le contrôle des pays. Donc oui, je pense que ça a changé et qu'on sort d'un contexte plus écologique pour devenir dans un contexte plus global d'équité
mondiale. C'est super beau ça. C'est magnifique. Pour compléter sur Kim Stanley Moi, je vous Robinson. proposerai quand même un applaudissement parce que c'était beau, hein, ça. Pour compléter sur Kim Stanley Robinson, il a sorti Le Ministère du Futur il y a quelques années, mais il est l'auteur de la trilogie de Mars, Mars la rouge, Mars la verte, Mars la bleue, qui est sorti en 92, si je ne me trompe. Et en fait, quand on lui a demandé, il a été tellement un auteur incroyable de faire comme ça de la colonisation spatiale et vraiment de montrer toute la terraformation de Mars. On lui a dit, mais là, vous écrivez Ministère du Futur qui parle de la planète et vous retournez pas sur une saga sur une autre planète. Et il a dit, en fait, c'est parce que il y a nos planètes B, quoi. Il n'y a pas de planète B, il n'y a pas d'autres. Il est revenu sur cette idée de s'il continuait à parler de Mars et de Vénus et du système solaire et d'autres possibles planètes, il avait peur quelque part de détourner l'intention du vrai problème qui était aujourd'hui notre planète et qu'il y a il n'y a pas d'autre chose à faire actuellement que de travailler sur la planète qu'on a, sur laquelle on arrive à vivre pour l'instant et pas sur les autres qui sont trop hypothétiques. Et donc il était revenu sur cette SF-là en fait. Alors je trouvais ça super fort et triste quand il te le disait. T'as envie de pleurer parce que voilà. Et c'est comme ça qu'il a fait le Ministère du Futur aussi. Et ce que je trouvais intéressant avec le Ministère du Futur et d'autres titres aussi, et un peu le mien également, c'est qu'il y a des questions également pour faire de l'action aujourd'hui en faveur de l'écologie et de l'habitabilité de notre planète, c'est parfois également de le faire en contournant les lois ou même en abolissant certaines lois. Il y a des questions aussi de dictature écologique. Dans certains récits, on propose, en fait, on dit, puisque le système actuel est basé quand même sur la recherche de profit, capitalisme, etc., les gens, s'ils ont le choix entre le confort, le produit, la consommation, le divertissement, ils vont choisir la consommation et le divertissement. On devrait en fait quelque part avoir une dictature écologique avec des systèmes qui forceraient en fait cette prise en compte de l'écologie pour l'habitabilité future de la Terre. Et c'est des grandes questions en fait. Est-ce que tu peux à un moment te passer d'un processus démocratique parce que l'urgence est trop grande, parce que les enjeux sont trop importants? J'ai pas la réponse, mais je veux dire, il y a ce type de récit aussi qu'on peut avoir en SF de dictature écologique. Et pour rebondir... Moi, je suis révolutionnaire. Pour rebondir un petit peu dessus, d'abord deux exemples qui sont Eco Warrior, qui est pareil sur la librairie de Jean-Marc Lény, où là on est on peut plus rien faire sur la prévention écologique. Donc on va devenir des éco-warriors, on va se battre pour l'écologie et on rentre un petit peu, pas sur la dictature, mais en tout cas sur le militantisme agressif. Et puis à côté de ça, il y a le contre-exemple du côté éditeur, qui est de plus en plus de personnes ont envie d'être auteurs, de donner leurs idées, de développer leurs idées pour de bonnes ou de mauvais sujets, l'écologie étant un bon sujet, et qui passent par Amazon par exemple pour publier leurs livres. Alors comment est-ce qu'on peut vivre dans ce monde paradoxal où on a besoin de cette prise de conscience qu'il faut consommer moins, diffuser moins, mais en même temps on a besoin aussi il y a des personnes qui le font. Oui. Alors quand on parle d'édition, on parle de structures qui ont toutes des tailles vraiment très différentes. Je ne représente pas Hachette, je représente une toute petite maison d'édition. Nous, on travaille lentement, on publie peu, on ne pratique pas le pilonnage. Et avec l'imprimerie avec laquelle on travaille, qui a quelques dizaines de kilomètres de là où on stocke nos livres, on fait le choix d'avoir des papiers qui sont certifiés. Bon, ça n'est pas des papiers recyclés parce que les usines de papier recyclé sont beaucoup trop loin de là où on est. Donc ce qu'on gagnerait en termes de recyclage de papier, on le perdrait en termes de transport du papier par la route. Donc ce ne serait pas logique. Donc on a fait le choix d'avoir une démarche vraiment globale à partir du moment où quelqu'un nous propose son texte jusqu'au moment où les livres vont se trouver en librairie. On cherche à avoir le moindre impact dans le sens où sur la route, en termes sociaux aussi. C'est un choix de maison d'édition, mais on peut se le permettre parce qu'on est une maison d'édition associative. On est tous des bénévoles. On n'a pas un impératif de dégager des profits. On n'a pas des actionnaires qui nous poussent à leur reverser des dividendes en fin de bilan. Donc on a une relative liberté pour travailler comme ça. Et c'est vrai que la plupart des petites maisons d'édition, je pense qu'on a tous... on est nombreux à être engagés dans notre démarche, c'est-à-dire à avoir une réflexion globale, ce que c'est que le livre
comme objet impactant sur le reste. Juste par rapport, parce que Pierre-Marie mentionnait le pilon, tu l'as dit aussi, je ne sais pas si les lecteurs et les lectrices ont conscience en fait dans la chaîne du livre, dans l'industrie du livre, de ce qu'est le pilon, alors vous le savez mieux que moi, mais quand tu mets Amazon avec tout ce qui est reprochable, c'est un mot, enfin ce qu'on peut reprocher à Amazon, voilà, c'est que mine de rien, il y a quand même des offres Amazon Book on Demand, enfin beaucoup d'autres qui sont sur de l'impression à la demande du livre, où en fait voilà, le lecteur, la lectrice commande son livre, il est imprimé juste pour cette commande, alors qu'à côté le système du livre dans les librairies, etc., je ne sais pas combien de pourcentage des livres dispo en librairie repartent au pilon, 28%. 28%. Alors, Alan a toujours les chiffres, en général, sur tous les sujets. Donc, 28% des livres en librairie repartent au pilon. Donc, en gros, ils repartent pour être détruits, pilonnés, voilà. Et notamment, nos livres, aujourd'hui, en dédicace, repartiront ce soir pour être pilonnés. Donc, achetez-les, amenez-les chez vous, sauvez-les. Pas ce soir, mais la semaine prochaine. La semaine prochaine. Oui, non, pas ce soir, parce qu'il y a aussi demain. Vous pourrez acheter les livres aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Donc, en fait, il y a effectivement des questions de consommation aussi différentes, quoi. Alors, l'impression à la demande peut sembler en effet vertueuse dans le sens où, comme tu l'as expliqué, on imprime un livre juste parce qu'il est commandé. Dans l'impression à la demande, tu ne contrôles pas la qualité du papier qui est utilisé. Tu ne contrôles pas les colles qui sont utilisées. Où c'est imprimé. Oui, mais... en fonction de la colle que tu utilises, le papier est recyclable ou pas. Et les colles les moins chères, très souvent utilisées en impression à la demande, ne sont pas recyclables. Tu ne contrôles pas non plus la qualité de la couverture, la quantité de plastique sur le pelliculage. Enfin, il y a des tas de points auxquels on ne pense pas quand on fabrique un livre, qui sont vraiment importants, que nous on arrive à maîtriser parce qu'on fait ça avec l'imprimerie, qui nous conseille bien. Quand on passe en auto-édition, je ne sais pas si on a... Il me semble que désormais, il y a un peu plus le choix. Mais au début, en tout cas, on n'avait pas le choix du tout de tous ces critères-là, quoi, de tous ces matériaux qui sont impactants aussi, démultipliés par le nombre de personnes qui font leur livre. Non, je suis d'accord, c'est pas un système parfait, hein. Et même au-delà de ça, on parle simplement de la fabrication du livre, mais quand on fait l'impression à la demande, les bouquins ils sont envoyés à l'unité. Ouais. Donc il y a toute la dimension. Enfin, moi, je serais assez curieux de savoir si, d'un point de vue écologique, on est vraiment aussi rentable, parce que il y a aussi tout l'emballage du paquet, les frais de transport, enfin la partie transport, la pollution, etc. Et aussi évidemment l'impact social. Parce que Amazon, c'est aussi la fin d'un certain nombre de librairies, etc. Ouais. Donc, je suis même pas persuadé que dans le... Enfin, il faudrait que ça soit vérifié. Ouais. Et là, j'ai pas de chiffres. Je suis désolé. Alan, quelle déception. Mais ce sont vraiment des éléments, à mon avis, qui seraient à vérifier. Parce que quand une librairie renvoie les bouquins à un éditeur et les envoie avec un ensemble, j'imagine qu'il les envoie pas unilairement. Non. Donc, mais t'as aussi du transport, t'as aussi du stockage, c'est plein de trucs. Oui, mais pour un volume, là, c'est unitaire. Pour avoir des chiffres, il existe le site qui s'appelle écologidulivre.fr, qui est assuré, qui est mis à jour par une association qui s'appelle l'association Écologie du Livre, qui comporte des gens de toute la chaîne et qui s'interroge depuis 2018 maintenant sur tous ces aspects-là. Donc le site est facile à trouver, écologidulivre.fr me semble-t-il, mais si vous tapez Écologie du Livre dans votre moteur de recherche favori, qui est pas ou Lilo par exemple, vous allez pouvoir trouver tous les chiffres en lien avec l'écologie du livre et des tas de conseils. Vous avez une petite revue gratuite aussi. Enfin, c'est vraiment complet, quoi. Comme on le dit, là, on est parti sur le marché global du livre, et le marché global du livre, par essence, n'est absolument pas écologique. Et donc, il y a ce paradoxe de écrire sur l'écologie tout en étant nuisible à l'écologie. Et pour autant, le livre reste la meilleure solution par rapport à une publication numérique, parce que contrairement à ce qu'on dit, le numérique n'est pas une solution. C'est économique, certes, mais écologique beaucoup moins, du fait des serveurs. Et là où on est limité par la place, comme tu le dis, la place physique du livre, heureusement qu'on est sédentaire, quand on est une liseuse et qu'on peut se trimballer avec 5000, 6000 titres dans sa liseuse, c'est aussi un non-sens écologique. Je suis pas persuadé. Parce que, alors pour ceux qui lisent les livres numériques sur téléphone, sur tablette, etc., il y a un bilan qui est un peu plus lourd écologiquement. Si je dis pas de conneries,
Une liseuse est passive, donc déjà il y a très peu de consommation d'énergie sur la charge. Le stockage il bouge pas, c'est toujours le même. La place, toute la place, alors je peux le dire chez moi parce que je prends beaucoup de place par rapport à ça, le taux d'occupation des sols, etc., des entrepôts, etc. Je pense que ça mériterait, ça fait partie de toutes ces questions d'un point de vue écologique qu'on doit se poser, parce qu'il y a les questions aussi, alors sur un sujet qui n'a rien à voir, qui est sur le télétravail. On dit que le télétravail est plus écologique que de se déplacer dans les bureaux. C'est pas toujours vrai. Donc il y a pas mal de questions à se poser et je pense que ça mériterait d'être vraiment creusé. Peut-être que sur écologiedulivre.fr ils en parlent. Je pense aussi, faut pas non plus s'auto-flageller un peu trop quoi. Dans le milieu du livre, on a un peu tendance à le faire, parce que là, tu vois, tu vas mettre en opposition le livre papier et l'e-book, le livre papier, le livre audio, etc. Alors qu'en fait, en disant oui, mais en plus, c'est des titres qui vont essayer de sensibiliser à la question de l'écologie en consommant, etc. Mais si tu es sur une industrie plus large du divertissement, est-ce que le livre consomme plus que du streaming Netflix, que du jeu vidéo en réseau, MMORPG, de je ne sais pas quoi, parce que je ne suis pas du tout une gameuse et je vais sur un territoire que je ne maîtrise pas, ça s'entend. Donc voilà, si tu vas dans ce sens-là, avec à ce moment-là des titres, des jeux, des films, des séries qui, pour le coup, ne font pas de sensibilisation et qui rendent moins intelligent que de lire un livre, quoi. Zut, pour le dire direct. Donc voilà, ne nous autoflagellons pas non plus en disant bouh bouh, j'imprime un livre et je suis un monstre et je coupe des arbres, quand à côté, finalement, la lecture dans le monde du divertissement pour les citoyens français et européens du monde est peut-être prend pas la plus grande part en fait du temps. Alors, ça tombe bien que tu fasses cette transition-là, parce que contrairement à ce qui a pu se dire dans des précédentes tables rondes où tu as... Non, tu n'avais pas participé sur les précédentes tables rondes. Ouais, mais en fait, j'en invite que des gens de qualité. Ce qu'on voit beaucoup dans les films liés à la transition écologique, c'est un non-sens scientifique, alors que les livres, on l'a cité avec Kim Stanley Robinson, de plus en plus d'auteurs font des recherches dessus. Et comme le disait Jean-Marc Ligny pour le coup, c'est que lui, au vu des données, il n'avait plus d'intérêt à faire de l'anticipation écologique. Donc on en revient à la même question. Toi qui as imaginé le futur avec le vivre ensemble sur un sujet qui n'a rien à voir avec l'écologie, est-ce qu'on peut encore faire de l'anticipation écologique actuellement? Est-ce que tu penses que c'est possible d'imaginer un futur possible avec un effondrement des sociétés climatiques, alors que finalement c'est juste de la prédiction, c'est pas... C'est toi qui as la question dure. Ouais, franchement j'ai l'impression d'avoir tendu le bâton pour me faire battre. Ouais, c'est un peu ça. Oui, alors en fait c'est ce que je disais au début, quand on fait de la science-fiction d'anticipation, peu importe où on la place dans le futur, à court terme, à moyen terme, à long terme, on est... Enfin, si c'est le sujet, si c'est le centre de l'intrigue et du sujet, oui, on est obligé d'en parler et de bien le détailler. Ça peut ne pas être le sujet, et donc on peut évacuer la question en disant on a trouvé une source d'énergie et hop, on sait comment recycler tous nos déchets et hop, il n'y a pas de souci. Donc on peut aussi évacuer la question si on ne veut pas traiter ça frontalement dans le propos. Mais si on veut faire de l'anticipation un peu globale, un peu globalisante, où on montre l'état de la société, la planète, le futur dans 50 ou 100 ans, c'est difficile de faire l'impasse sur la question. Mais c'est aussi très difficile de faire des prédictions, puisque les choses s'accélèrent énormément. C'est le problème en fait de l'accélération des technologies. On n'est pas à l'abri que dans une dizaine d'années, on nous sorte une super solution. Voilà, on n'est pas à l'abri que dans une dizaine d'années, on ait un effondrement qu'on n'avait pas vu venir, en fait. Donc, voilà, c'est très difficile. En fait, plus tu commences à vouloir faire des futurs où tu essaies de penser un peu à tout en même temps, tu vas être moins fine dans tes prédictions. Plus tu vas loin dans le futur, moins à un moment, de toute façon, ça va être moins pertinent. Il faut choisir un peu des choses. Mais voilà, c'est comme écrire un futur dans 50 ans sans avoir parlé de la conquête spatiale, de l'avenir de l'IA et du climat. Il te manque quand même un peu un pilier, et sans avoir parlé des tensions sociétales aussi. Il manque un pilier à ton récit, quoi. Après, dans une forme courte, comme je suis spécialiste, tu peux éviter la question parce que tu n'as pas le temps de tout traiter, donc tu vas à ton propos. Sur des formes plus longues, oui, on peut te reprocher d'avoir un peu zappé un truc. Pour rester sur Une heure lumière, le Bélial, j'ai envoyé un taquet gratuit tout à l'heure, mais c'est une excellente collection. Et une des autrices phares, en plus de toi, c'est Claire North, qui a sorti il y a une dizaine de numéros son Sweet Harmony, qui est une anticipation
économique, puisque là Ouais. on est sur la nanotechnologie, c'est une dystopie totale, Ouais. avec le fascisme et l'autoritarisme de la nanotechnologie qui permet de devenir beau, donc de devenir riche et de payer sa nanotechnologie. Mais là-dessus, pourtant, elle fait totalement la passe sur l'écologie, alors que c'est le fond du problème aussi. Donc ça va un peu à l'encontre de ce que tu dis, où actuellement, dans l'anticipation, dans la dystopie, il y a encore des auteurs qui se disent l'écologie, ça n'est pas un combat qui est intégré aux autres combats, et on n'est pas obligé de faire un combat global, quoi. Oui, parce que c'était un format court et c'était pas son propos. Et en plus, dans Sweet Harmony, elle a voulu. Elle le met pas dans un futur extrêmement futuriste. Au final, on est un peu dans une société actuelle. On a les mêmes modes de transport, on a les mêmes modes d'énergie. C'est presque. Ce serait presque de l'Uchronie en fait. C'est comme si en fait c'était, enfin, la nanotechnologie avait été développée il y a une vingtaine d'années et on en voit le futur. Mais donc tu peux faire ça en fait en SF quand tu construis tes futurs. Tu peux te dire moi je veux tellement que l'attention soit sur mon propos qu'en fait je vais mettre et je veux tellement que mon propos choque, et c'est un peu la question de cette harmonie qui est plutôt sur la question de la sphère marchande qui arrive sur ces questions de beauté, de santé, etc. Elle a mis son propos dans notre présent à nous. Donc c'est une technique, c'est une stratégie, ça se fait très bien aussi. On a de la lecture de Ouais, il y a citation. Sandrine qui s'emmerde et qui lit. Ouais. En fouinant dans la bibliothèque familiale, j'ai retrouvé la grande anthologie de la science-fiction de Gérard Klein. Ça date de 1980. C'est composé des tas de recueils de nouvelles thématiques, dont Histoire écologique. Et dans la préface, Gérard Klein s'interrogeait sur pourquoi la science-fiction est-elle légitime à parler d'écologie, d'écologisme. Et il nous explique: l'écrivain de science-fiction est à l'aise dans l'évolution à long terme, dans le passage à la limite et la rupture. Le grand bouleversement, la catastrophe sont un des effets majeurs du genre. Et comme il faut bien les justifier, l'auteur est porté à chercher ce qui pourrait bien craquer dans le dispositif présent. Donc, la science-fiction, elle est légitime dans le sens où tout ce qui est écologie, ça peut être un axe de narration, mais inversement, pour pouvoir mettre en humanité, en chair, ce qu'on ne peut pas forcément comprendre bien facilement par des essais, il me semble que la fiction et la science-fiction restent nécessaires. Je voulais revenir sur ce que tu disais par rapport à Claire North et Sweet Harmony. Alors je l'ai lu, mais je me souviens pas du côté occulté de l'écologie. Mais finalement, je pense que c'est aussi intéressant aujourd'hui que sur ces thématiques-là, il y ait des auteurs et des autrices qui fassent le choix, non pas de mettre l'accent sur l'écologie, mais de dire aujourd'hui que c'est pas le seul sujet. On a énormément d'œuvres de science-fiction qui s'appuient sur ces éléments-là. C'est une réalité. Et d'ailleurs, on pourrait reprendre certains des préceptes de l'ASF en disant que le rayon a été déplacé au rayon sciences actuelles, voilà. Actualité brûlante. Voilà. Toujours est-il que Claire North a pris un autre axe là-dessus. Donc ça peut être intéressant aussi de montrer qu'il ne faut pas tout focaliser pour ne pas oublier d'autres problèmes qui existent aujourd'hui dans la société, notamment parce qu'elle travaille autour des thématiques, autour de l'équité, la diversité, etc. Donc c'est aussi des sujets qui sont structurants aujourd'hui, et focaliser sur l'écologie peut peut-être masquer dans certains cas ces combats-là. Et l'autre élément aussi, je pense que alors c'est peut-être le truc qui a changé un peu. On commence à sentir au niveau des auteurs de SF une volonté de nous proposer quelque chose d'un peu plus sympathique. On parlait de la collection, on parlait d'Utopia, qui est plutôt sympathique. Donc, Collection de novellas chez La Volte. alors, je disais déjà Utopia de Camille, qui est en tant que roman. La collection Utopia aussi de La Volte, effectivement, parce que quand on parlait tout à l'heure des mains vides d'Héliopossos, le monde il est parti en sucette, mais c'est plutôt le monde qui arrive après est plutôt sympa. Enfin, en tout cas, il est plutôt intéressant sociologiquement, politiquement, etc. Donc, il y a peut-être cette trajectoire peut-être de nous faire sortir un peu de cette espèce de fatalité qu'on a vis-à-vis de la trajectoire écologique, et de nous dire on a peut-être encore une chance, mais il faut qu'on soit acteur et actrice. Alors, je te remercie pour cette transition et je vous laisse la parole après, mais c'est la raison pour laquelle, en présentation, vous avez ce livre de 28 façons de tomber dans le ciel de Bruce Roland Rogers. Et c'est un petit peu sa façon de faire, puisqu'il y a son personnage de poète québécois qui est là, c'est le monde actuel, il se passe plein de choses, bonnes ou mauvaises, mais finalement, lui, sa réponse, c'est de dire le plus simple pour vivre dans le monde actuel, c'est d'en rêver un autre.
Et c'est une façon extrêmement poétique d'envisager les choses. Très très nihiliste, mais extrêmement poétique. Et moi, je vais aller exactement à l'inverse. Allez, vas-y. J'aime bien. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer notre capacité à s'adapter et à être solidaire. La raison pour laquelle il y a Anacalypse devant. J'ai vécu un tremblement de terre qui était assez gros et on a été porté par un mouvement de solidarité. J'ai découvert que quand on a peur de mourir de façon collective, on s'entraide. On ne connaît pas la personne qui est à côté de soi, mais on va l'aider à trouver à boire, à dormir, loin de sa maison qui menace de s'effondrer. Et il me semble que dans la fiction actuelle, qu'elle soit climatique fiction, politique fiction, peu importe, il est important de mettre en lumière cet élément, cette puissance qu'on a d'être solidaire et de coopérer et de trouver de nouveaux modèles. Et quand on est face à la catastrophe, c'est pas vrai, on va pas tuer son voisin, on va l'aider et on va aller ensemble, parce que c'est ensemble qu'on survit et c'est pas les uns contre les autres. En fait, sur la science-fiction, je trouve qu'elle est totalement légitime de parler d'écologie, parce que ce qu'elle sait très bien faire, c'est agencer les concepts ensemble, en fait, agencer les différents éléments. Et si tu vois, tu peux avoir de la science-fiction où tu vas parler de l'écologie, le climat, agencer avec la question sociale, penser des nouvelles sociétés, des nouvelles formes de coopération, etc. Donc ça, c'est une façon de faire. Parce que sinon, la science-fiction, si tu la laisses aller, peut aussi montrer que si tu ne fais pas ce genre d'effort-là, tu tombes sur un peu pas du cyberpunk, mais en gros la marchandisation et la question de la sphère marchande et du poids de l'argent dans ces questions-là, où tu peux montrer aussi des futurs où, oui, il y a eu effondrement écologique, mais ça n'a pas touché tout le monde de la même façon. Et c'est là où la conscience de se dire ça va tous nous toucher, l'humanité, on est tous ensemble dans ce grand bateau qu'on appelle la planète Terre, blablabla. Non, les riches, ils s'en sortiront très bien, en fait. Ils feront encore des petits voyages, là, comme Katy Perry. Dans l'espace et ils brûleront je ne sais combien de tonnes de CO2 pour le faire. Donc en fait c'est aussi ça que la science-fiction peut faire bien, c'est montrer que sur ces situations qui ont l'air un peu cache sur le papier, en fait il y a plein de nuances en fonction d'autres situations, d'autres réalités, notamment la question des différences sociales, de classe sociale, les différences d'accès aux ressources. Voilà, au final c'est très Elyséum, comme dans le film Elyséum, on peut avoir du mouvement de population à cause de réchauffement climatique, mais ça touchera pas tout le monde. Là, les gens qui ont une villa en Côte d'Azur, maintenant ils ont une villa à Concarneau et ils vont avoir une villa à Stockholm dans une quinzaine d'années. C'est pas grave pour eux, ils remonteront, ils bougeront, etc. Donc c'est aussi, je pense que la SF, elle peut montrer ça aussi, elle peut montrer comment on peut agencer. Il y a aussi des science-fiction écologiques qui montrent avec les rapports de genre également comment il y a des impacts en fonction des rapports femmes-hommes dans la société. Tu peux avoir énormément de choses et c'est vrai que si tu peux investir cette littérature en disant on va vous montrer qu'il y a d'autres modèles possibles et on va aider un peu à les penser, et bien ça c'est top parce que là on vient un peu agencer d'autres concepts de coopération. Voilà. Mais voilà, en fait je pense que c'est pour ça la SF elle fait très très bien ça en fait. Mieux que les autres. Alors cette table ronde est passionnante et comme vous pouvez le voir on peut durer encore des plombes, mais elle touche à sa fin et on va passer sur les questions publiques. Si jamais vous souhaitez prendre la parole, posez une question. Il n'y a pas de prise de parole, alors du coup j'ai une dernière question pour chacun d'entre vous, c'est si jamais vous deviez conseiller un roman d'anticipation écologique pour l'assistance nombreuse que nous avons, lequel est-ce que vous proposeriez? Pas tous en même temps. En fait, je vais revenir sur une histoire des abeilles de Maya Lunde, déjà parce que lire un livre de SF, d'anticipation d'une autrice suédoise, c'est toujours sympa. Et ensuite parce que, en fait, moi ce qui m'avait touchée, c'est qu'il était en 3 époques. On voyait à peu près quelque chose comme 1830 où on a commencé à concevoir les premières ruches construites par les humains pour que les abeilles s'y installent pour pouvoir leur choper leur miel. Il y a un moment qui se passe donc de nos jours avec l'effondrement des colonies et on voit aussi un moment qui se passe donc dans 50-60 ans avec une humanité qui meurt de faim et qui essaie de s'en sortir avec les abeilles qui ont totalement disparu. Et je trouvais ça intéressant parce qu'elle montrait en fait que
le côté un peu catastrophe SF, post-apo, enfin c'était pas encore une vraie apocalypse, mais effondrement qui se passe dans 50-60 ans, ses racines, elles venaient de ce qu'on a commencé à faire en 1800-1820, révolution industrielle, où on a commencé à se dire la nature, on peut la transformer de façon utilitaire. Alors, on l'a fait bien avant 1800, quand on a commencé à faire de l'élevage, de l'agriculture, etc. Donc, c'est ce rapport à la nature, en fait, qui a commencé il y a bien plus longtemps et dont on voit les effets dans le présent et donc dans le futur. C'est difficile à choisir parce que j'ai aussi des essais historiques qui me viennent en tête. Mais en roman, je peux en dire 2. On en a parlé déjà. Donc, c'est Cœur Paul de Marie-Catherine Daniel et Utopia de Camille Le Boulanger chez Argile. Alors il y en a un qui se lit vite, enfin facilement, et l'autre qui cale une porte. Oui, Cœur Paul, il se lit plus vite que Utopia. Pour le côté humain, mais inscrit dans un tout. Alors j'ai été rechercher le nom de l'auteur parce que je m'en souvenais plus. Ecotopia. Et oui, de Kallenbach. En fait, pourquoi ? Parce que l'année dernière, quand on avait fait Bienvenue sur Mars, il y en a quelques-uns qui étaient, on cherchait un bouquin sur la décroissance en SF. Et en fait, Ecotopia, comparé à d'autres, c'est une partie des États-Unis, pour faire simple, qui décide de se séparer des États-Unis. Donc ils ont leur unité et ils décident de décroître. C'est-à-dire qu'ils ont moins cet enjeu de croissance qu'ont les États-Unis. Et on se retrouve, donc évidemment, ça se passe pas bien avec leurs voisins un peu capitalistes, tout ça. Et ils envoient un journaliste qui est un peu là pour casser un peu le mythe d'Ecotopia et qui finalement va se retrouver entraîné dans le système et qui va se dire finalement c'est pas des sauvages, la décroissance ne veut pas dire le retour à l'âge de pierre, etc. Et donc on parlait de démarche positive, de SF positive. J'avais trouvé qu'Ecotopia était très positif parce qu'au-delà de l'aspect écologique, puisqu'ils reprennent des moyens de transport, enfin ils généralisent un peu les moyens de transport si je me souviens bien, etc. avec des trains en bois. J'ai mémoire de train en bois, alors après c'est peut-être autre chose, c'est peut-être mon rapport à la jeunesse qui ressort. Et ça avait un impact aussi positif sur les interactions humaines et sur la façon de gérer le travail, etc. Donc voilà, positif, un bouquin qui est un peu plus ancien. Alors j'ai pas eu le temps de regarder la date, mais je crois que c'est début des années 80, je crois. Voilà, c'est ça. Et vraiment sympa. Et pour moi, ça va être La couleur du froid de Jean Krug, avec toute la question de la commercialisation des glaces des pôles à une époque de réchauffement climatique global. Et donc, est-ce qu'on a le droit moralement de vendre la glace des pôles pour quelques millionnaires, etc. J'espère que cette table ronde vous a plu. Je vous remercie pour votre attention et surtout, je remercie les intervenants qui ont su aussi brillamment prendre la parole. Et maintenant, Pierre-Marie, il y a quoi d'autre comme table ronde ou activité sur le salon ? Alors, il va y avoir l'hommage à Heyerdahl qui va se passer immédiatement ici en présence de Jean-Claude Duniac, de Myri Rivalan et de Sarah Doc, animé par Alan. Après, il y aura la remise du prix en tant que tel, mais vous pourrez retrouver Sandrine sur le stand Jeffir dans le salon napoléonien, Audrey sans doute au bar, mais peut-être à son bureau pour signer son roman, sa novella Rossignol, et puis Alan qui sera ici. Là, qui va être au bar avec aussi. des chiffres. Merci. Merci.